bienvenue chez Homemakers. Ce n'est pas vraiment le printemps, une forte gelée il y a 2 nuits en témoigne. Il faisait moins 5 degrés Celsius, 23 degrés Fahrenheit, et nous verrons encore des dégâts de gelée en visitant le jardin. Je vous fais visiter tout ce que nous faisons en ce moment de l'année. Nous sommes donc le 4 avril aujourd'hui et j'utilise encore beaucoup ma couche chaude. Je fais beaucoup de bouturage ici. 90% de ce que je cultive commence sa vie dans un espace pas très grand, ici dans la serre. Et ceci est une couche chaude de fumier de cheval frais. Eh bien, il était frais le 20 février, donc ça fait un moment maintenant. Et ensuite, il se refroidit un peu. Et donc, juste ce matin, nous avons ajouté 3 brouettes de nouveau fumier de cheval, tout frais, vraiment très frais. C'est du fumier et de la paille, c'est ce que vous pouvez voir là. Et juste au-dessus, je prends une brouette pleine de l'ancien fumier et je la remets par-dessus, car cela emprisonne les vapeurs d'ammoniac qui peuvent en fait endommager ces feuilles lorsque le fumier est très frais. Comme du fumier frais est sur le dessus, cela n'a pas encore chauffé en surface. Et la température à cet endroit nous indique ce qui se passe près de la surface, puisque ce thermomètre indique 15,7 degrés sur la sonde sous ces plateaux de semis, alors que la température dans la serre est de 18 degrés, ce qui est en fait assez impressionnant car il fait frais aujourd'hui. Il fait environ 10 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit en journée. Ici, il fait plus chaud, mais dehors, le vent est présent. Je mettrai donc mon chapeau en sortant. Donc, ce qui se passe ici, c'est que nous avons par exemple des tomates. C'était le premier semis que j'ai fait. C'était vers le 10 mars, donc il y a 3 ou 4 semaines. Et puis, il y a des aubergines qui ont été semées peu de temps après. On peut voir à quel point elles sont plus petites. Et il y a aussi des poivrons et quelques fleurs, des soucis et même des asperges. Et beaucoup de ces plants vont être repiqués, ce qui veut dire qu'on va les sortir du plateau de semis et les mettre dans un pot de 7 cm, soit un peu moins de 3 pouces. Ça va assez profondément là-dedans. Pour les grandes plantes Rhododendron comme les cucurbitacées non semées, on utilise un pot plus grand comme celui-ci. Donc je ne sème pas encore de concombres, de courges, de courgettes avant encore 10 jours. Il n'y a pas d'urgence. Bien que ce soit le printemps, le rythme des semis reste très mesuré. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons tout germer là-dessus, puis les plants sont placés sur les étagères autour, où il fait plus frais, sans chauffage, puis ils sortent dehors et en fait, je ne les acclimate pas. Ça fait gagner du temps. Je fais beaucoup pour gagner du temps, notamment la méthode sans labour, car il y a peu de mauvaises herbes, comme vous le verrez. Et ensuite, sortir les plantes de la serre. Il y a 2 dimanches, donc un peu plus de 2 semaines. Ceux-ci, je les ai plantés directement dans le sol en sortant de la serre et vous pouvez voir qu'ils se portent bien. C'est pour vous donner une idée de la proximité de l'espacement et de la façon dont vous pouvez mettre beaucoup de plants ensemble dans une même planche et par exemple des betteraves semées en motte. Donc vous savez, il y a potentiellement une bonne vingtaine de betteraves dans cette rangée et il y a peut-être une trentaine d'oignons nouveaux ici une fois qu'on les aura tous récoltés. Ici, des carottes commencent à pousser, ça me fait plaisir. C'est un timing plutôt bon. Et au départ, j'avais posé ce voile directement sur les plantes et puis il y a 3 nuits, quand on a annoncé ces fortes gelées, j'ai installé ces arceaux. Vous pouvez acheter ces arceaux auprès d'une entreprise appelée Shankira, je crois. Il y a un lien sur la page d'accueil de mon site web que vous pouvez voir au Royaume-Uni. Je ne sais pas pour les autres parties du monde. Ils sont très bien. Ce sont des arceaux de 4 mm de haut, donc vraiment faciles à utiliser. C'est juste pour empêcher la toile de toucher les feuilles, parce que lorsque la toile est en contact avec les feuilles, comme nous le verrons dans une minute, cela les abîme lors d'une gelée. Alors que, évidemment, si vous avez un tunnel haut comme celui-ci, ce n'est pas un problème. Mais ce tunnel gèle quand même. Nous avons eu du gel ici. Je regardais les plantes hier matin et elles n'étaient pas complètement gelées, mais les feuilles l'étaient recouvertes de glace, mais elles semblent maintenant en pleine forme. Donc, ce sont des plantes qui ont toutes passé l'hiver et que nous récoltons depuis la fin novembre. Elles n'ont probablement plus qu'1 mois environ. Vous voyez les brassicacées au milieu, comme la roquette et les moutardes, qui commencent maintenant à monter, à faire une tige florale. Nous les récoltons encore. Les feuilles deviennent très piquantes lorsqu'elles montent en fleurs.
et cela se mélange bien avec la laitue plus douce, les feuilles d'endive et quelques radis. Pendant tout l'hiver ici, le brocoli qui pousse depuis juillet, semé en juin, planté en juillet, est encore un peu grignoté par les pigeons, mais nous obtenons de très belles têtes et par exemple, vous pouvez récolter la tête principale qui devient belle et grosse, puis vous obtenez ces pousses latérales, donc elles sont aussi prêtes à être cueillies. En fait, si vous regardez ici, si vous cueillez celle-ci, vous verrez encore plus de brocolis qui poussent là. Donc ces plantes vont produire pendant encore environ 3 semaines, à une période de l'année où c'est vraiment apprécié. Ceci est encore sur le thème du gel qui abîme les feuilles lorsque la toile de protection les touche. Donc, encore une fois, nous l'avons surélevé en utilisant ces morceaux de bois. Par grand vent, si vous avez mis votre toile de protection trop haut ou n'importe quelle couverture en filet, c'est la même histoire. Elle risque davantage d'être emportée par le vent parce que celui-ci peut passer en dessous, alors qu'ici, nous avons un profil assez bas. Donc le vent passe plus facilement au-dessus et cela signifie que nous avons à la fois une protection contre le gel et contre le vent. Le jardin d'aromates ici a presque exactement un an et 3 semaines. Et je suis très content de la façon dont il a poussé. Nous avons une belle sélection de thym, de sauge et d'autres petites choses. Il y a quelques menthes là-bas, les plants de menthe y sont en pot, ce qui empêche les racines de trop s'étendre. Et une chose que j'adore, c'est cet estragon français qui a survécu de façon impressionnante. Il n'aime pas le gel. On descend à environ -7, notre minimum cet hiver, soit 19 degrés Fahrenheit. Oui, il le supporte. C'est une des saveurs les plus agréables. Ici, le nouveau terrain a maintenant un peu plus d'un an et il y a un peu plus d'un an, c'était exactement comme ce que vous voyez au loin, donc un pâturage brut. Et nous avons cultivé longtemps. De chaque côté, il y avait des pommes de terre. Nous avons eu une belle récolte de pommes de terre que nous mangeons encore. En fait, elles sont dans des sacs, dans la remise près de la maison. Et ici, nous avons des poireaux semés en groupe, donc ils ont suivi. Oh, vous pouvez voir le liseron aussi. Le liseron persiste malgré tout notre paillage. Vous le voyez ici, parmi les racines des poireaux. Nous sommes prêts à l'affronter encore cette année. Il y en aura beaucoup. Mais regardez cette racine de liseron. En fait, je vais juste vous montrer. J'en ai trouvé un morceau ici hier soir et j'ai pensé que ce serait vraiment bien dans la vidéo. Regardez-moi ça. Donc, au début, on se dit que ce liseron, ce n'est pas grand-chose, mais regardez comment il pousse sous le carton. Puis quand on commence à l'enlever, on se rend compte que ça montre comment le carton l'empêchait de pousser vers le haut. Il s'enroule partout. Regardez aussi la forme de cette racine. Voici une partie de la racine principale qu'on ne parvient jamais vraiment à retirer, surtout sans labour. Mais on peut continuer à tirer. Oh, il y a un peu de chiendin, ça change. Donc on a tout ici. Mais cette méthode de paillage en surface a été remarquablement efficace. Donc on laisse simplement le sol intact. On commence avec ça. Dans une minute, on verra de la nouvelle terre préparée avec du polyéthylène noir. Alors ici, il n'y avait pas de polyéthylène, mais du coup, on a dû enlever beaucoup de liserons. Mais ça en vaut la peine parce qu'on peut arriver à un point où, après 2 ans à faire ça, je trouve que le liseron abandonne, la racine meurt et disparaît. Et on n'a presque plus besoin de désherber. Chaque année, il y a très peu d'autres mauvaises herbes. Voici les dégâts causés par le gel dont je parlais. Ces pauvres borabines. Vous voyez comment ça pénètre dans la tige et ensuite elles s'affaissent au sol. Mais ensuite, elles se redressent. Elles vont se rétablir. Donc ça ira pour les fèves. Ici, il y a plus de dégâts dus au gel. En fait, je vais vous montrer rapidement la racine de hêtre. Vous pouvez voir ici, c'est là que les feuilles touchaient le voile
pendant le gel. Mais encore une fois, elles survivent. Vous savez, c'est comme ça. J'ai constaté qu'avril est l'un des mois les plus délicats parce que vous avez beaucoup de choses en terre, mais rien n'est certain et vous pouvez encore tout perdre. Alors les ailles d'hiver de Bankers sont encore plus nombreux et en pleine forme. Ce sont donc des gousses que nous avons plantées en octobre dernier, de l'ail que nous avions gardé à la maison. L'ail est une culture peu coûteuse à cultiver si vous faites comme ça, et c'est très simple parce que, comme pour les courges d'hiver, elles ont terminé. Mettez l'ail, ajoutez un peu de compost. Le travail est presque fini. La culture sans labour limite les mauvaises herbes. Cela dépend de votre compost. Grâce au compostage, nous avons peu de mauvaises herbes. Ici, on a davantage de salades d'hiver et c'est là que certaines tomates vues ainsi que des aubergines et poivrons vont arriver. Donc, nous faisons 2 cultures par an dans les tunnels. Les cultures d'hiver qui commencent à se terminer et ensuite les cultures d'été. Nous mettons du compost une fois par an, généralement en mai. Voici quelque chose de sympa. Roquette sauvage. Donc ce n'est pas la même chose que la roquette de salade et vous pouvez voir comment je la récolte différemment. Je la coupe plutôt que de cueillir les feuilles extérieures. Celles-ci ont été coupées vendredi. Maintenant, on est mardi, lundi, 3 jours, ça commence à repousser. Je vais continuer le long de la plate-bande. J'aime la roquette sauvage car elle produit plus longtemps. La roquette à salade, à cette période de l'année, commence à fleurir et elle a été excellente tout l'hiver. En fait, elle pousse plus en hiver que roquette sauvage. Au printemps, la roquette sauvage domine. Nous vendons ici des mélanges de feuilles de salade, ce qui est idéal. Cette couverture est différente. L'autre était en filet, celle-ci en thermocrope. Un peu plus chaud que le filet, mais il n'y a pas vraiment de différence. Mais encore une fois, c'est une couverture très solide, plus résistante que le voile d'hivernage. Donc si vous voulez une cloche plus haute, c'est bien. Et j'apprécie celle-ci pour les navets aussi, pour éloigner les insectes. Et c'est pour ça que j'ai toujours du filet sur la roquette sauvage à cause des altises. C'est du chou précoce et un peu de brocoli calabrese à l'avant. Ceci est une plate-bande d'asperges. Nous allons jeter un œil à un peu d'asperges matures dans une minute et je mentionnerai aussi la rhubarbe en passant parce qu'il y a un joli contraste ici entre la rhubarbe plus âgée et la plus jeune. Cela a été planté dans le sol il y a seulement 1 an et il y a 1 an, ce n'était que du pâturage et des mauvaises herbes, littéralement il y a 1 an. Un camion est venu livrer du vieux broyat de bois et il l'a simplement déposé ici sur l'herbe et les mauvaises herbes, puis nous avons planté ces rhubarbes. En novembre, nous avons planté celles-ci, donc elles sont plus petites, elles commencent leur première année. Donc la première année comme ça, on peut cueillir les grosses, mais celles-ci, on ne les cueillera pas avant le printemps prochain. C'était du copeau de bois fraise il y a 1 an, donc vous pouvez voir qu'il mûrit bien, mais c'est encore très ligneux. Il y a des morceaux de bois assez gros. Si vous voulez en savoir plus sur les copeaux de bois, regardez ma vidéo sur les copeaux de bois que nous avons publiée il y a environ 1 mois. Cela ressemble à du copeau de bois, mais c'est du compost ou déchets verts issus de jardins municipaux, fabriqués en installation de compostage. Regardez comme c'est sec, regardez simplement comme c'est sec. Vous savez, on est à la fin de l'hiver. Cela ne retient pas l'humidité comme du compost maison. Je pense que le compost à très haute température et un bon contraste, c'est le compost de champignons. Si on regarde de l'autre côté, vous pouvez voir où Adam vient d'en étaler un peu et a gratté à cet endroit. Donc tout ceci, cela n'a été livré qu'il y a moins de 2 semaines et en ce temps-là, ça a déjà chauffé autant. Là, vous pouvez voir la différence entre le bas où c'est encore très chaud et ici où ce n'est pas aussi chaud et vous pouvez l'utiliser à ce stade. Vous savez, Sion, c'est utilisable, ce n'est pas idéal. Je préférerais le laisser encore au moins 1 mois. Le compost de champignons reste assez tolérant. On peut l'utiliser frais, mais je préfère l'employer en paillis de surface car il continue d'agir et peut absorber des nutriments des plantes. Mais si vous remplissez une plate-bande avec,
Cela se trouve dans la zone d'enracinement et peut poser problème les 2 ou 3 premiers mois. Mais en surface, c'est très bien et je serais très heureux d'utiliser un compost comme ça en surface ou pour faire une plate-bande parce qu'il est tellement bien décomposé. Ceci a 1 an. C'est du compost de déchets verts qui a 1 an. Ah, il est plein de liserons. Cela fait 1 an que c'est ici. Les racines de liseron ont profité de la chaleur, mais on les enlève sans trop s'inquiéter car on ne laboure pas. Avec le compost, vous pouvez les retirer en l'étalant ou après, il suffit de les arracher puis de les mettre sur le tas de compost. On verra cela dans une minute. C'est un nouveau terrain. Donc il y a 2 mois, c'était de l'herbe et du blé et au début, on n'avait pas beaucoup de temps. Alors on a très rapidement mis du plastique noir. Le plastique noir comme celui-ci est une façon fantastique d'éliminer les mauvaises herbes ou de les empêcher de pousser. Vous pouvez voir l'effet ici. Oui. Cette herbe, par exemple, est encore vivante et il y aura presque certainement du liseron ici. Elle n'a tout simplement pas encore vraiment démarré et il y a par exemple du pissenlit qui est encore bien vivant mais aussi très affaibli par l'absence de lumière. Donc on élimine les mauvaises herbes en excluant la lumière, puis on nourrit le sol. Au-dessus, nous avons mis pas mal de compost. Vous pouvez le voir au début là. Nous faisons un petit essai ici, nous comparons du vieux compost de Camono avec du compost de champignons frais et avec du vieux compost de copeaux de bois. Nous aurons des bandes à travers, puis nous ferons probablement pousser du chou d'hiver, tous les mêmes légumes, et ils pourront même pousser à travers le polyéthylène noir. Ce n'est probablement pas nécessaire. Je vais laisser ça là parce que je m'inquiète surtout du liseron, plus que tout le reste. Ça a fait gagner du temps, et ici on va... Oui, encore une fois, je ne suis toujours pas trop sûr à cause du liseron, mais je dois juste mentionner en passant le seigle. Donc, c'est du grain de seigle semé l'année dernière, octobre. Et c'est parce que je moude mon propre grain pour faire du pain. En fait, vous pouvez voir ça sur une vidéo que nous avons mise sur Instagram en janvier. Et on verra combien on en obtient. C'est juste une seule graine de seigle. Si vous les semez assez tôt en automne, elles deviennent de très grandes plantes. Ça ne fera pas beaucoup de pain, c'est juste un essai pour voir. Ici, nous avons une bordure. Les bordures sont tellement importantes. Vous savez, comment empêcher l'herbe de s'étendre? C'est une façon de créer une bordure. C'est là où l'herbe de l'année dernière, on n'y était pas assez souvent et l'herbe commençait à beaucoup s'étendre. Donc, on l'a un peu dégagé pour avoir une bordure de chemin propre avec du carton sous la planche de bois et le bois maintient le bord du carton en place en gros. Sinon, vous verrez dans une minute ce qui se passe si vous ne maintenez pas votre carton ou si vous avez une bordure lâche. Nous arrivons à l'étang. J'en suis un peu embarrassé, mais c'est comme... Oh, l'étang est devenu une flaque d'eau. Et l'argile doit avoir une sorte de fuite ou de trou. Ça continue de descendre, ce qui veut dire que le trou, on est presque sûr qu'il y a un trou quelque part près du milieu. Ce n'est même plus très profond maintenant, donc on va probablement y aller bientôt, peut-être avec une machine. On ne sait pas encore, on verra bien. J'ai essayé l'argile bentonite. On a mis 2 kilos et il m'en reste encore 1 kilo. Je pourrais même le faire maintenant. Donc je dois trouver cette fissure dans l'argile. Je ne veux pas utiliser de bâche plastique. Je sais que certains disent que ce serait une solution, mais il y a une limite à la quantité de plastique que je veux utiliser ici. On a semé des graines de fleurs sauvages, une prairie fleurie, et on va ajouter quelques jolies plantes à fleurs pour que ce soit joli. C'est un tout nouveau parterre. Fabriqué il y a 10 jours. Et voici le paillis de copeaux de bois que nous avons vu là-bas. Et vous pouvez voir, après qu'il ait plu un peu dessus, qu'il reste encore
pas mal de bois, donc ces plantes deviennent probablement assez pâles, jaunâtres. C'est du romarin, donc ce n'est pas important. Ils développeront bientôt leurs racines quand le carton sera décomposé et iront dans le sol pour leur croissance à long terme ici. Je voulais une jolie bordure, mais c'était ainsi avec des mauvaises herbes visibles. Et regardez la bordure ici et comment l'herbe et les mauvaises herbes soulèvent le carton. Donc c'est exactement ce que vous devez faire attention à éviter. Nous avons encore du travail à faire ici. C'est un travail en cours, mais c'est un bon exemple pour vous montrer comment cela peut se passer. Commencer avec la méthode sans labour, vous savez, c'est important de bien faire les choses et d'être clair sur ce que vous faites. Et quand vous le faites, c'est vraiment facile. Il suffit juste de s'assurer que vous savez un peu ce que vous faites. Faire du compost, en fait, vous n'avez pas besoin de plus de compost pour la méthode sans labour que si vous bêchez, mais c'est toujours bien d'avoir beaucoup de compost. Et ici, c'est agréable en fait. Je suis content de voir pas mal de verre dans ce tas. Ce sont ces tas faits avec des palettes. Ils ne chauffent pas autant que mes tas principaux, qui sont plus gros et retiennent généralement plus de chaleur. Et la taille d'une palette comme celle-ci, si on les remplit très vite, ils chauffent pas mal, mais ne gardent pas la chaleur très longtemps. Et ensuite, il y a plus d'activité de verre. En fait, voici le résultat de la fabrication du compost, comme ça. Et ça, en moyenne, 7 mois, même fait pendant les mois d'hiver. Et vous voyez, ce n'est pas parfait, il y a des morceaux de bois dedans, mais ça me va. Ça ne me dérange pas, parce qu'on le met simplement sur le dessus, on ne le tamise pas ni rien, on le met juste sur les planches et on l'utilise comme ça. Et la chaleur actuelle ici, vous pouvez probablement voir la vapeur qui s'en dégage, c'est parce qu'il y avait pas mal d'herbes tondues dedans. C'est à peu près la limite avant que ça ne devienne trop chaud. Mais oui, on met du vert et du brun. Donc une partie du brun, c'est du carton. Une autre partie, c'est du vieux bois broyé. Et des tiges, pas mal de tontes de gazon. Voici un exemple d'utilisation de copeaux de bois d'un an, déjà montré dans une vidéo précédente. Dans la vidéo sur les copeaux de bois, vous verrez cela lorsqu'il était en tas ici. Adam a beaucoup travaillé en les déplaçant et en les mélangeant à la tonte, mais ils restent un peu secs. Nous nettoyons de l'herbe ancienne du pâturage. On pourrait presque ajouter de l'eau, c'est presque du foin, pas de l'herbe. Je trouve que les copeaux absorbent bien l'humidité. Si tu veux te les composter, j'ai acheté récemment un tamis plus grand. Tu y verses les matières, ça tombe dessous, ce qui enlève le bois pour utiliser le reste en compost. C'est mon plan. Et puis, en regardant le jardin ici, tu peux voir qu'on a une très belle sélection de plates-bandes, presque toutes couvertes de voiles, donc tu ne peux pas voir ce qu'il y a en dessous. Mais c'est des choses comme des navets multicolores, des oignons nouveaux, des pois, à la fois pour les pousses et pour la récolte, et pas mal de laitue, puisque nous en faisons pas mal, ainsi que du fenouil, du chou rave, du chou-fleur, du brocoli, du chou. À cette période de l'année, il y a tellement de choses que tu peux cultiver et tout cela est résistant au gel. Donc ces récentes gelées les ont un peu retardées. Elles ne les tuent pas. Mais nous n'avons encore rien sorti qui soit sensible au gel. Cela n'arrivera pas avant un moment. Car la dernière date de gel à Homemaker est la mi-mai. Les framboises commencent tout juste à repartir. Ce sont des framboises d'automne, donc elles sont coupées au ras du sol en hiver et toute la nouvelle croissance par-delà. Et en fait, je ne les tuteur pas. Je mets principalement du broyat de bois sur le dessus maintenant, pas du compost. Elles n'ont pas besoin d'un sol très riche et ici il est assez bon. Et si tout va bien, celles-ci produiront fin août, septembre, octobre. Ah, et en fait la barre métallique, désolé, je voulais en parler. C'est une barre de 15 cm, soit 6 pouces, donc il y en a beaucoup dans le sol. C'est ce qui empêche les racines des framboisiers de s'étendre. Il faut en tenir compte en plantant des framboisiers, éviter de les placer au centre du jardin, car ils s'étendent partout. Donc, nous les avons placés sur le bord ici, avec la tonte d'un côté et la barre métallique de l'autre. Elles sont jolies, donc celles-ci sont pour les graines, carottes et oignons. Donc je sélectionne mes meilleures carottes. Ce sont des oxellus, c'est une carotte de fin d'automne et je les ai plantées. J'ai fait une petite fente dans le sol avec une truelle, je les ai mises dedans.
Sous la terre, vous pouvez sans doute voir la carotte d'origine. Là voilà, l'épaule de la carotte. Ce sont de grosses carottes bien dodues. Et c'est dans le sol et cela alimente maintenant la nouvelle croissance qui va très rapidement devenir une tige qui produira des fleurs, puis nous récolterons les graines. Nous avons fait cela l'automne dernier, donc cela fait déjà 1 an. Je n'ai pas mes propres carottes. Il faut attendre 1 an avec les graines conservées. Idem pour les oignons, même déjà semés et en croissance. Mais j'ignore encore comment sera la récolte. Ce sont des oignons roses de Roscoff. Il en faut beaucoup pour assurer la pollinisation croisée et maintenir la diversité génétique. Donc, avec la conservation des graines de légumes comme ceux-ci, on ne peut pas en faire qu'un seul. On obtient de bien meilleurs résultats si on en a plusieurs, ce qui veut dire qu'il faut un peu plus de place et pas mal de temps. Conserver des graines n'est pas simple, mais c'est fascinant d'essayer. Voici les plates-bandes d'asperges établies et en fait ce qui se passe ici c'est que nous avons mis les tiges après les avoir coupées fin octobre, début novembre et donc toute la croissance qu'elles ont eue pendant l'été sert maintenant de paillis de paille dans l'allée. Les plates-bandes ont un peu de compost et elles commenceront à pousser, pas encore, généralement autour de la Saint-Georges, c'est-à-dire le 23 avril vers la fin du mois d'avril. Ensuite, vous avez 2 mois de récolte. Vous cueillez les turions régulièrement, puis ils montent. Et c'est ce que vous voyez ici. Peu de cryocère de l'asperge ici. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est assez détendu à ce sujet en fait. Et il y a des guêpes parasites qui mangent l'intérieur du cryocère. Je les enlève simplement si j'en vois. Voici du chou-fleur à 2 stades. Ceci est du chou-fleur semé en février, repiqué en mars, légèrement abîmé par le gel. Voici du chou-fleur qui a passé l'hiver. Semé fin août l'année dernière, repiqué fin septembre et ils ont toujours eu le filet dessus et je le garde car les pigeons aiment ça. Ils vont bientôt produire, ils semblent prometteurs et j'en suis satisfait. J'ai retiré les feuilles extérieures. Donc en faisant ça, si tu continues à enlever ces feuilles du bas, ce sont celles qui subissent les dégâts. Et encore une fois, tu peux les voir sur... Nous avons fait une vidéo à leur sujet le 6 décembre. À ce moment, elles semblent encore petites et faibles. Elles l'ont fait, incroyable. Les plantes m'impressionnent toujours autant après les avoir cultivées pendant si longtemps. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elles puissent faire ça et survivre tout l'hiver, surtout. Ce sont des oignons que nous avons plantés assez récemment, comme la semaine dernière. Vous pouvez comparer ces oignons semés en touffe avec des échalotes plantées il y a 6 semaines. Donc la différence ici, c'est que nous avons planté les bulbes et en fait, entre les choux. Donc ce sont des choux qui ont passé l'hiver. Encore une fois, vous pouvez les voir dans cette vidéo, ils paraissent assez petits avant l'hiver et ils sont récoltés très joliment depuis environ 6 semaines. Ces fèves, si tout va bien, vont produire une récolte au début du mois de juin. Donc ce n'est pas très long en fait, c'est 3 mois, 2 mois. Mais juin, oui, seulement 2 mois. Mais la floraison précoce, et encore une fois, ce sont des dégâts de gel. Peu importe, je vous montre ça pour vous rassurer. Parce que ces fleurs précoces n'apportent presque jamais de récolte pour vous. Ça n'a pas d'importance. Vous voulez que les plantes grandissent davantage avant que les fleurs ne se transforment en gousses. Nous avons ici une sorte d'essai où nous comparons différents composts et celui-ci ne donne pas de très bons résultats, mais c'est du fumier de vache. Je pense que c'est à cause du mélange avec du bois. Regardez la surface, on voit tous les morceaux de bois. Ce n'est pas génial. Je n'avais aucune idée que ce serait le cas quand je l'ai acheté ou quand je l'ai commandé au téléphone. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et si tu compares ça au fumier de vache ici, c'est tellement différent. Ah, ça n'a pas l'air si parfait. Ce n'est pas lisse et friable. C'est un peu grumeleux, mais regarde ces laitues. Elles ont l'air en forme pour moi et on les glisse simplement dans un petit trou. Et encore une fois, tu vois ici la toile posée juste au-dessus et elle se porte bien. Ceci fait aussi partie d'un autre essai que je fais qui consiste à comparer les effets de l'absence de rotation. Donc en fait,
c'est la 7e année, c'est soit la 6e, soit la 7e, il faut que je vérifie, de laitue au même endroit. Et l'année dernière, la 5e ou 6e, c'était brillant. Et ici, on fait quelque chose de similaire avec les pommes de terre. Donc, nous n'avons pas encore planté nos pommes de terre de 2e saison. Seules quelques pommes de terre primeurs ont été plantées en raison du risque persistant de gel ici. Pas d'urgence. Elles seront sans doute plantées la semaine prochaine. Ce sera la 8e année de pommes de terre sur cette parcelle. L'an dernier, c'était la 7e et elles étaient excellentes. Vous pouvez aussi le voir en vidéo. Nous faisons pommes de terre poireaux. Dès la récolte des pommes de terre, la 2e ou 3e semaine de juillet, les poireaux en motte sont plantés. Cette semaine ou la prochaine, nous allons récolter les poireaux. Ici, nous avons vraiment quelque chose de très joli. Alessandro, qui filme, est particulièrement enthousiaste en ce moment à propos des feuilles d'épinards qui sont vraiment très sucrées. Les feuilles qui deviennent froides se remplissent d'un peu plus de sucre comme antigel et donc parfois on en cueille une, surtout ces feuilles un peu plus âgées qui commencent à jaunir. Je ne vais pas la manger devant la caméra, j'aimerais pouvoir vous permettre de la goûter comme par magie. Ça ne semble pas génial, mais je vous assure qu'une telle feuille est sucrée. C'est remarquable. Je ne sais pas pourquoi elles deviennent plus sucrées quand elles jaunissent un peu sur les bords, mais c'est un vrai plaisir quand on les cueille, on les grignote assez souvent. Et on voit que vous avez aussi une belle récolte. Donc celles-ci ont été semées en août, repiquées en août. Ce sont de très petits plants et elles ont donné des récoltes pendant l'automne et un peu en hiver, pas beaucoup. Et maintenant, elles repartent vraiment. Un seul semis permet de nombreuses récoltes. Ici, il y a 2 types qui sont en réalité identiques. C'est une graine récupérée à la maison à gauche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sélectionné ou conservé. Ou si c'est le gène le plus fort, celui vert foncé. Il ne pousse pas aussi vite que le plus pâle, que la graine d'origine qui était dans le sachet de graines. Les fleurs commencent à sortir maintenant. J'adore quand les premiers bulbes sortent. Donc on a des narcisses, des jonquilles et des tulipes et ça se remplit. Vous pouvez voir dans les vidéos de l'été dernier que cette zone devient assez remplie de fleurs avec des tournesols, des dahlias et d'autres plantes. Donc j'ai hâte à cette période estivale. Enfin, c'est incroyable de voir qu'au début avril, ça commence déjà à se remplir, mais les plantes, elles sont encore toutes petites et basses. À cette période, il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais si tu reviens, on reviendra ici. Je ne sais pas encore la fréquence, mais j'aimerais davantage mettre en avant ces visites, car elles montrent bien notre travail et te donnent des conseils utiles. Et aussi, nous allons publier une newsletter hebdomadaire qui sera sur abonnement, quelque chose comme 5 livres par mois, on pense. Ça va juste commencer la semaine prochaine, donc il pourrait être lié à ces vidéos. Obtenir des informations précises. Et aussi, sur le non-bêchage, comme ici ce sont les planches bêchées et non bêchées, vous pouvez les voir en fait sur la vidéo précédente que nous avons mise en ligne. Donc ça c'est la planche non bêchée et les plantations sont exactement les mêmes dans les 2 planches. Celle-ci a le compost au-dessus, c'est juste pour en savoir plus, même si je trouve que j'apprends encore sur le non-bêchage et comment ça fonctionne. Et avoir une planche bêchée pour comparer permet d'avoir ce genre de référence pour voir. Tu sais quelles sont les différences, comment le sol a souvent l'air plus sec et poussiéreux, il a tendance à produire plus de mauvaises herbes, donc on fait plus de désherbage, c'est plus difficile à arroser, l'eau a tendance à ruisseler, donc oui, il y a beaucoup de différences de ce genre et on en parle beaucoup et oui, j'espère que tu as apprécié cette petite visite. Ce n'est pas encore tout à fait le milieu du printemps.